Mes chers compatriotes, j'enregistre cette vidéo le 26 janvier 2025 et pour faire avec vous un point sur une série d'informations qui sont tombées dans la presse sur des rencontres qui ont eu lieu avec des personnalités étrangères de la part d'un certain nombre de responsables politiques français et sur lesquels je souhaiterais attirer votre attention. Parce que c'est très important lorsque l'on est un responsable politique. Normalement, étymologiquement, responsable, c'est quelqu'un qui donne des réponses. Lorsque l'on rencontre des personnalités étrangères, il faudrait apporter des réponses aux légitimes interrogations que peuvent se poser les Français. Pourquoi et le comment du pourquoi. Pourquoi est-ce que ce responsable politique a-t-il rencontré telle ou telle personne? Ça me paraît bien nécessaire. Or, nous sommes plutôt dans le flou et tout particulièrement, j'attire votre attention sur les rencontres internationales ou bien sur des déclarations qui ont pu être effectuées par des responsables politiques qui prétendent faire partie de l'opposition et tout spécialement qui prétendent défendre la souveraineté et l'indépendance nationale. Alors je voudrais commencer par le premier point, par ordre chronologique des événements que je vais citer. Je voudrais commencer par Jean-Luc Mélenchon, le patron de LFI que plus personne ne présente. On a appris, c'était le 23 janvier dernier, on a appris par le Canard enchaîné que Jean-Luc Mélenchon avait rencontré un ministre qatari qui s'appelle Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaifi, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui est un ministre dont on ignore exactement quelle est l'année de naissance, d'ailleurs on ne sait pas, mais c'est quelqu'un qui a l'air d'être relativement jeune, qui doit avoir une quarantaine d'années, et qui est le récent ministre des Affaires étrangères de l'Émirat du Qatar. Alors, ce monsieur, mérite qu'on s'y arrête quand même, parce que c'est un jeune homme prometteur, semble-t-il, qui, bien que n'appartenant pas à la famille dirigeante du Qatar, la famille Al Thani, la famille de l'émir, c'est quand même quelqu'un qui, à l'évidence, connaît une carrière météorique, puisqu'il a été déjà à son âge, il a peut-être 45 ans, je ne sais pas, comme ça, en regardant son visage, il a déjà une carrière assez remplie. Il a fait ses études, évidemment au Qatar, mais également à l'université Berkeley de Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est un homme qui parle évidemment l'arabe tel qu'on le parle au Qatar, mais également qui parle l'anglais, ou plutôt l'anglo-américain, et qui a gardé des affinités avec les États-Unis d'Amérique. Et par ailleurs, au Qatar, il a occupé toute une série de postes qui ont touché à la fois au droit, également aux questions financières de cet émirat, dont je rappelle qu'on a découvert dans les années 80 qu'il reposait sur une espèce de gigantesque réserve, gisement de gaz qui se trouve au large de l'émirat du Qatar, dans le golfe arabo-persique. Je rappelle que l'émirat du Qatar est face à l'Iran et qu'une grande partie de ce gisement de gaz, qui est absolument considérable, il y a pour des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années d'exploitation, et pour majoritairement dans les eaux territoriales, dans la zone économique exclusive du Qatar et non pas dans celle de l'Iran, qui en a quand même un petit peu, je crois. Cette manne gazière donne au Qatar des ressources financières absolument inépuisables, d'autant que c'est un petit pays, peu peuplé, et donc cela permet à l'émir Al Thani d'avoir des ambitions de diplomatie régionale, et on peut même le dire, des ambitions mondiales. J'ai déjà eu l'occasion de vous le signaler. C'est un émirat qui défraye régulièrement la chronique, parce qu'il a notamment fait des investissements nombreux en France. Il a racheté le Paris Saint-Germain, le club de foot. Il a racheté l'hôtel Martinez à Cannes. Il a racheté des entreprises dont vous voyez ici quelques exemplaires s'ils s'affichent sur votre écran. Ou du moins, s'il ne les a pas rachetés, il a pris des prises de participation importantes dans ces entreprises. L'émirat du Qatar est également connu pour avoir, alors c'est un peu conjoncturel, mais c'est quand même à noter, l'émirat du Qatar est connu pour avoir, paraît-il, financé une partie des frais de divorce de Nicolas Sarkozy d'avec son épouse Cécilia, ce qui est quand même assez curieux quand on est un particulier, de se faire financer par un émirat, puisque en général, il n'y a pas, comme disent les anglo-saxons, there is no free meal, c'est-à-dire un repas gratuit, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Nicolas Sarkozy s'est fait financer
par exemple, son divorce d'avec son épouse précédente, c'est qu'évidemment, il se mettait dans les mains en partie du Qatar. Le Qatar est connu aussi pour être un intermédiaire entre les États-Unis d'Amérique, Israël, et puis le Hamas et le Hezbollah, et tout spécialement le Hamas. Au moment de l'attentat du 7 octobre 2023 contre Israël, perpétré par le Hamas, eh bien, il y avait deux hauts responsables du Hamas qui habitaient et qui résidaient au Qatar. Ces deux responsables du Hamas s'appellent Khaled Meshal et Ismail Haniyeh. Alors, on a appris en lisant la presse, moi je cite mes sources, c'est une source ouverte, en lisant Paris Match, un article du 13 décembre 2023, David Barnea, qui est le chef, le big boss du Mossad, donc du service secret israélien, eh bien, s'est rendu récemment au Qatar, au moment de la crise suite aux attentats du Hamas le 7 octobre 2023. Et donc, le chef du Mossad est allé rencontrer Mohamed bin Abdulaziz Al Khulaifi, le ministre des Affaires étrangères du Qatar, au Qatar. Et au même moment, toujours d'après la presse, si je lis le Paris Match, regardez, vous voyez le texte, au même moment, Mohamed Al Khulaifi avait des entretiens au même endroit à Doha avec Ismail Haniyeh et Khaled Meshal, qui étaient les deux dirigeants du Hamas présents au Qatar. Il y a d'ailleurs eu, paraît-il, un accord qui avait été négocié avec le Mossad justement par le truchement de son directeur et qui aurait donné son accord pour que l'État d'Israël délivre une espèce de sauf-conduit à ces deux dirigeants du Hamas dont ils étaient convenus que, à partir du moment où ils étaient en résidence au Qatar, eh bien, le Mossad n'essaierait pas de les tuer à distance. Alors, je ne sais pas si les informations de Paris Match sont exactes. Elles semblent quand même émaner de Georges Malbruno, qui est quand même, comme vous le savez, un journaliste ayant en général des très bonnes sources d'informations dans les services de renseignement. C'est dire à quel point Mohamed bin Abdulaziz Al Khulaifi est un homme qui est puissant, puisqu'il il est maintenant ministre des Affaires étrangères, mais il est devenu un peu au centre des négociations entre Israël, les États-Unis et puis le Hamas. Je rappelle aussi que l'émirat du Qatar s'est fait connaître pour financer des mouvements islamistes, pour financer les frères musulmans et également pour financer justement l'islamisme en Europe et notamment le développement de mosquées qui tendent vers l'islamisme en France. Alors, lorsque l'on apprend que M. Mélenchon a rencontré ce personnage, qui est un des pivots de l'État du Qatar, et qui est un homme très puissant, semble-t-il, et qui est au courant des grandes affaires d'État du Moyen-Orient, entre Israël, le Qatar, les États-Unis d'Amérique, et puis le Hamas, et qui par ailleurs a également eu à son mot à dire sur tout le système, les pompes à finances qui circulent à l'intérieur de l'émirat du Qatar, et donc ce monsieur qui doit avoir un œil sur certainement ce qui se passe dans un certain nombre de banlieues françaises et le financement des mouvements des frères musulmans, on est quand même un peu interloqué de savoir que Jean-Luc Mélenchon a rencontré ce monsieur. Il l'a rencontré, d'après les informations du Canard enchaîné, dans sa chambre d'hôtel, dans un hôtel qui est un grand hôtel de luxe, qu'ils appellent l'hôtel Peninsula, au 19 avenue Kléber à Paris, c'est-à-dire à quelques centaines de mètres de l'Arc de Triomphe, dans le 16e arrondissement. C'est un hôtel que je connais un petit peu, non pas pour y être allé, mais pour y être allé avant qu'il ne devienne un hôtel. C'est une histoire un petit peu triste que je me permets de vous livrer, puisque ce bâtiment absolument prestigieux, en fait, appartenait à l'État. Il y a encore quelques décennies, puisque ça s'appelait à l'époque le Centre de conférences internationales. Et c'est par exemple dans ce Centre de conférences internationales, qui était un outil très important de la diplomatie française, que s'étaient réunies les délégations américaines, nord-vietnamiennes, celles du gouvernement sud-vietnamien au moment de la fin de la guerre du Vietnam, vous savez que les négociations pour clôturer cette guerre, plus exactement d'ailleurs pour
sceller le fait que les États-Unis s'en retiraient, eh bien ces négociations, tout le monde était convenu en définitive que ça serait à Paris que ça se tiendrait. Ben, c'était dans ce centre justement, et qui a été vendu. Comme on vend de plus en plus de bijoux de famille, c'était notre patrimoine collectif, il a été vendu prétendument il y a plusieurs années pour désendetter la France. Vous vous rendez compte? Et c'est intéressant de noter que cet hôtel a été racheté par qui? Je vous le donne en mille. Eh bien, par le Qatar, essentiellement. C'est-à-dire qu'il y a deux propriétaires essentiels. Il y a le Hong Kong Peninsula, parce que à l'origine de l'origine, c'est dans la colonie anglaise de Hong Kong qu'il y avait un hôtel qui s'appelait l'hôtel Peninsula. Et donc il y a un groupe derrière qui est d'ailleurs, ce sont des intérêts indiens qui sont derrière et qui possèdent à peu près, je crois, 20% de cet hôtel Peninsula Palace. Mais le reste, alors c'est peut-être pas tout à fait 80%, il y a peut-être quelques autres actionnaires, mais enfin l'essentiel est possédé par un fonds qui s'appelle Qatar Hospitality, Qatar avec un K cette fois-ci, et qui est un fonds possédé par l'Émirat du Qatar. De telle sorte que lorsque Mélenchon est allé voir M. Mohamed bin Abdulaziz Al-Khulaïdi, qui est donc le ministre des Affaires étrangères, l'espion en chef du Qatar, dans sa chambre d'hôtel. Alors j'imagine que c'était pas une chambre de bonne, hein. J'imagine que c'était plutôt une suite royale ou impériale avec toute une série de salons, de je ne sais pas quoi, des salles de bain en marbre avec des robinets à plaquer or, comme même beaucoup les populations locales du Golfe. Eh bien, en fait, il est allé voir ce ministre qatari chez lui, à domicile, si j'ose dire, puisque cet hôtel est possédé par les intérêts de l'État du Qatar. On pourrait, c'est quand même une information à noter. Ce qui est d'autant plus à noter quand même, c'est que l'information sortie par le Canard enchaîné le 22 ou le 23 janvier, en fait, est une information ancienne. Parce que la rencontre entre Mélenchon, qui était avec une personne, une femme de son entourage, on peut, je ne sais pas, peut-être que Madame Chikirou a quelques informations sur le sujet, je ne sais pas. Eh bien, M. Mélenchon a rencontré Mohamed bin Abdulaziz Al-Khulaifi dans sa chambre d'hôtel, mais c'était le 16 décembre. Le 16 décembre. Et on a appris l'information donc le 22 janvier, c'est-à-dire 5 semaines après. Et par des indiscrétions qui sont sortis dans le Canard enchaîné, mais qui ensuite ont été relayés notamment par le journal du dimanche et qui n'ont été démentis par personne. Je crois savoir que l'information, d'ailleurs, est exacte. Alors ça, c'est encore plus embêtant. Parce que le fait que M. Mélenchon reçoive ce monsieur, d'accord, mais le fait que s'il n'y avait pas eu une fuite dont on peut imaginer qu'elle a été organisée par des gens qui voulaient nuire à M. Mélenchon, probablement. On imagine peut-être l'Élysée, les services du Premier ministre, le service du ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense. Enfin, il y a forcément eu des gens qui étaient informés. Probablement les services de renseignement français étaient informés, parce que quand il y a une personnalité du calibre de ce ministre qatari, évidemment, il est suivi à la trace, bien entendu. Donc c'était en fait une rencontre qui était secrète, qui était prévue pour ne pas être connue. D'ailleurs, M. Mélenchon n'en avait parlé à personne, et en particulier pas aux membres de son parti politique, du moins peut-être à l'exception d'une toute petite garde rapprochée, j'en sais rien. Mais surtout, c'est tombé dans la place publique. J'observe d'ailleurs qu'à part 1 ou 2 articles de presse, il y a eu une espèce d'étouffoir qui est tombé là-dessus. Alors moi, je pose ici une question à M. Mélenchon. Je pose ici une question à tous ceux qui lui font confiance. De quoi vous avez parlé avec ce ministre qatari à l'insu des Français? Compte tenu de la situation, compte tenu du rôle que joue LFI en France, compte tenu justement de la proximité que beaucoup de critiques reprochent à LFI, en particulier à M. Mélenchon, d'avec un certain nombre de mouvements islamistes, notamment dans certaines banlieues, on serait intéressé de savoir ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que Mélenchon est allé se rencontrer avec Mohamed bin Abdulaziz Al-Khulaifi? Voilà. Et d'autant plus, on est fondé à se poser la question qu'il n'a pas voulu que ça se sache. Puisque ça ne s'est su en fait que 5 semaines après. Ça veut dire que Mélenchon avait caché cette information.
Donc qu'est-ce qu'il a fait? C'est à chacun d'imaginer. Hein. Voilà, moi je ne sais pas, je ne veux pas être accusé de quoi que ce soit. Mais enfin, tout naturellement, on pense à quoi? On pense face à quelqu'un qui finance les frères musulmans, qui est le maître espion d'un État qui est un des États les plus riches du monde, certainement le plus riche du monde par habitant, qui ne sait pas quoi faire de son argent. On imagine assez volontiers, ça serait humain que M. Mélenchon peut-être essaye de négocier, je sais pas moi, le financement de sa campagne présidentielle, la prochaine campagne présidentielle. Peut-être pas, je ne sais pas. Mais enfin, voilà, est-ce qu'il aurait donné des choses en échange? Est-ce que l'émirat du Qatar lui a demandé d'intervenir pour tel ou tel dossier? Je ne sais pas. Mais ça, c'est quand même extraordinairement choquant et troublant pour les Français. Parce que moi, si on avait annoncé ça à l'avance en disant voilà, je suis allé négocier, bon, il n'y aurait pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il a été pris, on a l'impression un petit peu, vous savez, avec le doigt dans le pot de confiture, alors qu'il ne l'avait pas prévu. Il était descendu à 2h du matin, tout le monde dormait dans la maison, et puis d'un seul coup, il y a des lumières générales et on le voit, le doigt dans le pot de confiture. Et je ne sais pas, mais encore une fois, ce sont des hypothèses. Hein, je n'accuse personne, mais je me pose des questions, et c'est bien normal que je me pose des questions. De quoi est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a été question de la situation dans les banlieues françaises? Est-ce qu'il a été question des prises de participation de plus en plus importantes de l'émirat du Qatar en France? Est-ce qu'il a été question de la politique des frères musulmans dans les banlieues? Je ne sais pas. En attendant, je trouve ça extraordinairement malsain que M. Mélenchon ait fait cette rencontre à l'insu des Français, à l'insu de ses électeurs, à l'insu de la plupart des membres de son parti politique, et de façon volontairement à l'insu. Il ne peut pas dire qu'il allait l'annoncer puisque c'était il y a 5 semaines, et que si une structure dans l'appareil d'État n'avait pas balancé ça à la presse, personne n'en aurait rien su. C'était le premier point. Le deuxième point n'a rien à voir, mais concerne deux autres responsables politiques français qui font profession de défendre la souveraineté et l'indépendance nationale, comme M. Mélenchon d'ailleurs, mais eux, c'est à l'autre bout de l'échiquier politique. Il s'agit de M. Zemmour et de Mme Knafo. J'ai eu l'occasion de le dire, je n'y reviens pas trop, sur le fait que, contrairement à ce que Mme Knafo avait indiqué de façon absolument certaine et très assertive dans un grand nombre de médias, ce qui lui avait d'ailleurs donné une couverture médiatique tout à fait considérable pendant des jours et des jours, Mme Knafo et M. Zemmour de Reconquête n'ont jamais été invités par Donald Trump à l'investiture de Donald Trump. En réalité, ils se sont faufilés, ils ont eu des invitations, il y avait énormément de personnes. Il y avait la seule personne qui a été vraiment invitée par Donald Trump à l'intérieur de la salle du Capitole où a eu lieu la prestation de serment et le discours inaugural de Donald Trump. Le seul Français qui y ait été invité, c'est Bernard Arnault, le multimilliardaire, l'homme le plus riche de France et l'un des hommes les plus riches du monde. Voilà. Pour le reste, il y a eu d'autres personnalités qui ont essayé de se rapprocher de cet événement. Il y a eu, je l'ai déjà dit, M. Zemmour et Mme Knafo, mais qui n'étaient pas du tout invités par Donald Trump, peut-être par telle ou telle officine, à l'intérieur du Parti républicain. Je rappelle, j'avais d'ailleurs eu l'occasion déjà de le dire dans une vidéo, que s'était tenue à la gare Montparnasse, voici quelques mois, une réunion de la Worldwide Freedom Initiative, qui avait été organisée par une partie du Parti républicain. Je rappelle que cette réunion avait été organisée par un avocat franco-américano-israélien, M. Randy Yaloz, avec une partie du Parti républicain. Il y avait d'ailleurs la gouverneure de l'État du Dakota du Sud, dont l'objectif était de rassembler la droite française, de faire un rassemblement de la droite française en accord avec le Parti républicain trumpiste. Bien. Et je rappelle qu'à cette réunion, celui qui avait fait à la fois l'entrée, le discours inaugural et le discours final, c'était justement Éric Zemmour. J'ai eu l'occasion de rappeler, je sais que ça a fait polémique, mais c'est la vérité, ce sont des faits. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise les faits, mais les faits, c'était qu'il y avait eu également à cette réunion
M. Dupont-Aignan et M. Florian Philippot, qui s'étaient rendus à cette Worldwide Freedom Initiative. J'avais eu l'occasion d'expliquer tout ceci. J'avais dit que personnellement, je trouvais ça absolument scandaleux, que de se ranger sous la houlette d'un pays étranger, le Parti républicain américain, avec des Américains qui indiquaient ce qu'il fallait faire à la droite et à l'extrême droite française pour se rassembler, pour accéder au pouvoir. Et j'avais expliqué, alors je sais qu'il y avait des gens qui avaient dit que j'étais rageux parce que j'aurais voulu y être. Non, j'aurais pas du tout voulu y être. D'ailleurs, personne ne m'avait proposé de venir à ce truc-là, parce que on me connaît dans le Landerneau. Jamais je n'aurais accepté de parler de politique intérieure française sous la houlette de ces messieurs. Donc moi, je ne suis pas comme M. Philippot, ni comme M. Dupont-Aignan, ni comme M. Zemmour qui organisait cette manifestation. Donc, je reviens à l'épisode Zemmour-Madame Knafo, donc à Washington, qui ont trouvé le moyen d'aller faire semblant d'être invités par Donald Trump, alors que ça n'était pas le cas, et qu'on les a vus un peu errer dans les couloirs, un petit peu à la recherche de justification. Mais ce sur quoi je voudrais venir ici, dans cette réunion, c'est que ils ont diffusé une vidéo, ou plus exactement, c'est pas eux vraiment qui l'ont diffusée, ils l'ont relayée, je pense, d'une rencontre que M. Zemmour et Mme Knafo ont eue par ailleurs, au même moment, pendant ce séjour à Washington, avec un monsieur qui s'appelle M. Ken Weinstein, qui fait partie du Hudson Institute. Alors, qu'est-ce que c'est que le Hudson Institute? Le Hudson Institute, eh bien, c'est d'ailleurs l'Institut Hudson. Hudson, ça fait penser à la rivière de l'Hudson. Mais cet Hudson Institute fait partie de ces nombreux think tanks, groupes de pression, groupes de réflexion, réseaux, toiles, etc., qui permettent aux Américains, soit plutôt du côté républicain, soit plutôt du côté démocrate, de tisser une véritable toile d'araignée dans le monde pour exercer leur influence. Il se trouve que le Hudson Institute est de coloration droite et donc des républicains. Donc il y a une logique dans tout ça. Il a été créé, ce Hudson Institute, par un certain Herman Kahn en 1961, donc c'est pas quelque chose de récent. Herman Kahn, K-A-H-N. Ce monsieur Kahn avait eu son heure de gloire, d'ailleurs en France, dans les années 70-72. C'était quelqu'un qui avait travaillé pour la Rand Corporation, dont Rand, ça veut dire recherche et développement, la Rand Corporation faisant partie de l'État profond américain, et donc très proche des services de renseignement, notamment, inéluctablement, de la CIA, mais pas seulement. Dans les années 70, Herman Kahn avait été assez connu en France parce qu'il avait fait un rapport sur la France dont on avait fait grand cas à l'époque, en 1971-72. Moi, je me rappelle, en 72, j'avais 14 ans, début 72, et je me rappelle avoir entendu beaucoup de ça dans la presse parce que c'était très impressionnant. Ce rapport indiquait que la France allait peut-être devenir le troisième grand pays du monde, dont l'économie était tellement florissante que il allait damer le pion au Japon, qui était en pleine croissance également, et qu'il y aurait en 1 les États-Unis, en 2 l'Union soviétique, en 3 la France, devant l'Allemagne et le Japon. C'était évidemment extrêmement flatteur. Ça se passait sous la présidence de Georges Pompidou. Et c'était très flatteur et un petit peu excessif. Malheureusement, j'aurais bien aimé que ce fût le cas, mais malheureusement, la suite a montré que ça n'était pas du tout le cas. Hélas. Et notamment depuis que nous sommes dans l'Union européenne, vous savez que la France ne cesse de dégringoler à toute allure et de plus en plus vite vers le gouffre. Voilà ce qu'était le rapport Herman Kahn. En fait, il y avait, dans les rapports qu'il avait faits pour Georges Pompidou, il y avait des petits codicilles ou des informations qui n'avaient pas été rendues publiques. On l'a appris après coup. On a appris, par exemple, que dans le rapport qu'avait fait Herman Kahn à la France, à Georges Pompidou, il y avait quand même des considérations qui sont un petit peu surprenantes sur la situation en Corse, et notamment qu'il fallait développer l'identité corse. Et donc cet institut, c'est l'Institut d'Herman Kahn,
qui venait de la Rand Corporation, ayant des liens avec la CIA, qui, en même temps qu'il disait qu'il fallait continuer dans la lancée de ce que l'on faisait, qui flattait donc le régime de Georges Pompidou, dans le même mouvement, comme ça, au passage, glissait l'idée qu'il fallait construire une université à Corté, en Corse, justement pour développer l'identité corse. Ça a été réussi, c'est effectivement ce qui s'est passé. Je rappelle que Corté, ça a été la capitale de Pascal Paoli, qui était un indépendantiste corse, enfin le leader même des Corses, qui a été battu par les Français à la bataille de Ponte Novo en 1769. Voilà. Pascal Paoli, c'était en fait quelqu'un qui était certes corse, mais qui était dans la main des Anglais. Et c'est tellement vrai d'ailleurs qu'il a créé un royaume qui s'appelait le royaume anglo-corse. Allez vous renseigner si vous ne me croyez pas, qui a duré à peu près 2 à 3 ans, de 1794 à 1796. Et Pascal Paoli, qui luttait donc, il luttait non seulement pour l'indépendance de la Corse, mais il luttait surtout pour la suggestion de l'île de Corse à l'Angleterre. Et c'est lui qui a rédigé la constitution du royaume anglo-corse. La Corse, pendant ces 2 ans et quelques où elle a été indépendante de la France, elle n'était pas indépendante, elle était en fait un royaume anglo-corse. Et d'ailleurs, le régent du royaume, c'était un lord britannique. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. L'Angleterre étant une puissance maritime qui voulait entièrement verrouiller la France et qui avait en fait encerclé la France par toute une série non seulement la France, mais la Méditerranée, par toute une série de prises de possession. C'est pas pour rien que les Anglais ont conservé les îles anglo-normandes face à la Normandie, et que les Anglais ont mis la main sur Gibraltar à l'issue de la guerre de succession d'Espagne avec le traité d'Utrecht de 1713 pour surveiller les allées et venues des marines, et notamment de la marine de la flotte française, de la Royale, qui entrait ou sortait de la Méditerranée pour aller sur les côtes de l'Atlantique. Les Anglais qui ont mis la main sur Malte, sur l'île de Malte, les Anglais qui ont mis la main sur Chypre. Donc il y avait toutes ces cordons. Et ce qui manquait aux Anglais, c'était la Corse. Parce que la Corse, évidemment, vous avez la magnifique rade d'Ajaccio. Et si vous avez la Corse, vous pouvez surveiller de près les entrées et les sorties de la marine française du port de Toulon, qui était déjà l'un des très grands ports du temps de Louis XV. Voilà. C'est-à-dire que si la France est intervenue en Corse, c'est parce que sinon les Anglais allaient mettre la main dessus, ce qui était le projet de Pascal Paoli, qui d'ailleurs a terminé sa vie en Angleterre. Il était membre de la franc-maçonnerie écossaise, il était membre de la franc-maçonnerie anglaise, et il a terminé sa vie en Angleterre. C'était un adversaire résolu de la France, que ce soit la France de Louis XV ou la France de la République française après la Révolution. Il servait les intérêts anglo-saxons. Alors voilà ce que disait ce rapport Herman Kahn. C'est un peu curieux qu'il se soit mêlé de l'unité nationale française au passage. Mais Herman Kahn a donc créé, par ailleurs, le Hudson Institute, où se sont rendus M. Zemmour et Mme Knafo. Or, ce Hudson Institute, allez vérifier, allez regarder mes dires, allez les vérifier, allez-vous sur Wikipédia. Wikipédia en anglais, parce que la version française est extraordinairement verrouillée de Wikipédia français. Donc lorsque vous voulez avoir des informations sérieuses, un peu plus sérieuses, disons, il faut aller, et surtout plus détaillées, il faut aller sur la version américaine. Parce que, par exemple, sur la notice Wikipédia en français, vous pourrez le constater, du Hudson Institute, il n'y a pas un mot sur les sources de financement. C'est bizarre. En revanche, si vous allez sur la source américaine, et vous voyez justement que le Hudson Institute a reçu de l'argent d'un certain nombre de riches donateurs, parmi lesquels, je vous le donne en mille, la Bill and Melinda Gates Foundation. Voilà, c'est-à-dire que M. Zemmour et Mme Knafo ont été reçus en grande pompe par M. Weinstein, qui est l'un des dirigeants de ce Hudson Institute, par un institut qui est financé par Bill et Melinda Gates. Pas que ces 2 personnes, mais également d'autres financeurs. La Silicon Valley Foundation, qui a été en partie lancée et fondée par Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, et puis également la Sarah Scaif Foundation, qui est une fondation d'une famille de milliardaires proche du Parti républicain qui finance des mouvements très à droite aux États-Unis. On découvre également que parmi les donateurs, il y a des donateurs de ExxonMobil depuis 1998, c'est-à-dire les groupes pétroliers américains, les fondations de la famille Koch, et puis également on a découvert des fonds
en provenance de Monsanto, le producteur du Roundup, vous savez, de Monsanto, qui a des effets terribles sur l'environnement. Et puis également, on apprend que parmi les financiers, il y a le gouvernement taïwanais, donc de la Chine de Taïwan, et puisque ce Hudson Institute a une politique résolument anti-chinoise. Alors on voit d'ailleurs que M. Weinstein, si on regarde sa page Twitter, son compte Twitter, il avait reçu une représentante du mouvement ouïghour qui se situe donc dans le Xinjiang en Chine. J'ai déjà eu l'occasion de dire à de nombreuses reprises que ce mouvement est soutenu par la CIA pour essayer d'introduire des divisions à l'intérieur de l'ensemble chinois. Et il a d'ailleurs un grand défenseur en France, qui est M. Raphaël Glucksmann. Vous l'avez souvent entendu monter au créneau pour défendre le mouvement des Ouïghours, y compris avec une désinformation totale sur le fait que dans le Xinjiang, eh bien, il y aurait un génocide contre les Ouïghours qui serait des camps de concentration épouvantables, ce qui, en fait, est faux. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je ne dis pas que la situation des Ouïghours, c'est un état de grande liberté. Je n'ai pas dit ça. Laissez-moi la nuance. Mais ce qui est dit sur le génocide des Ouïghours qui serait perpétré par le régime de Pékin est faux. Il s'agit de politique déterminée de déstabilisation de la Chine. C'est donc de la propagande. Alors ce qui est intéressant dans cette information, si vous voulez, c'est de voir que cet institut Hudson fait en permanence la propagande des États-Unis d'Amérique, de l'État profond américain, de l'influence des États-Unis, bien entendu dans le monde et bien entendu en Europe. D'ailleurs, en 2023, le Hudson Institute a reçu Mme von der Leyen, qui est venue faire un discours pour expliquer à quel point il fallait absolument soutenir l'Ukraine contre la Russie, en trouvant notamment tous les charmes au régime de Zelensky en Ukraine, en agonisant de sarcasme et de critique, bien entendu, le régime russe. En particulier, j'ai vu dans son discours, regardez ce passage assez étonnant, qui remonte au 19 octobre 2023. Elle s'était rendue à Washington au Hudson Institute. Elle avait parlé du soutien total de l'Union européenne donc à Israël contre le Hamas. Et elle avait parlé du soutien total de l'Union européenne à l'Ukraine. Elle disait ceci, vous le voyez, « À ce jour, nous avons soutenu l'Ukraine avec près de 90 milliards de dollars, dont 27 milliards d'aides militaires. Et comme jamais auparavant dans l'histoire de l'aide internationale, nous avons coordonné nos efforts avec les États-Unis et d'autres partenaires clés du G7 afin de veiller à ce que les aides fournies se complètent et répondent aux besoins les plus urgents de l'Ukraine. » Et surtout, elle poursuivait en disant « Nous avons déjà entamé le processus requis pour que l'Ukraine devienne membre de l'Union européenne. » Voilà ce qui avait les faveurs du Hudson Institute. En fait, Mme von der Leyen était allée tenir un discours qui était conforme à ce qui était attendu par son maître américain. Et dans ce discours, Mme von der Leyen poursuivait en disant « La troisième grande erreur stratégique de Poutine a été de croire qu'il pouvait utiliser l'énergie comme moyen de chantage sur l'Europe. Il est vrai qu'avant la guerre, la majeure partie de notre approvisionnement en gaz était assurée par Gazprom. Or, Poutine a réduit cet approvisionnement de 80% en 8 mois seulement. Nous avons alors été confrontés à une grave crise de l'énergie, mais grâce à nos amis aux États-Unis et en Norvège, par exemple, nous avons pu diversifier nos sources d'approvisionnement et surmonter notre dépendance à l'égard du gaz russe en un temps record. » Alors là, c'est vraiment à mettre en lettres de feu dans votre salon. Ce discours de Mme von der Leyen est absolument incroyable. On note comme par hasard que Mme von der Leyen remercie les États-Unis et la Norvège. Je rappelle, je renvoie à une vidéo que j'avais faite en son temps, que selon le journaliste d'investigation américain Seymour Hersh, qui est très connu pour avoir des sources d'informations dans tous les services de renseignement américains, notamment à la CIA, eh bien, je rappelle que la destruction de Nord Stream a été décidée par les États-Unis d'Amérique et conduite par les États-Unis d'Amérique, plus l'aéronavale norvégienne. Et il est possible que la Pologne y ait également joué un petit rôle. Et évidemment, Mme von der Leyen ne mentionne même pas la destruction de Nord Stream et elle ne présente les États-Unis comme nos sauveurs en renversant complètement la chaîne des causalités. Pour
parfaire votre connaissance du Hudson Institute. C'est donc un institut très très proche des Républicains qui a mis ses réseaux d'influence absolument partout et qui distribue des récompenses, des awards, comme il y a des Oscars à Hollywood. Là, c'est des awards et il les distribue à un certain nombre de personnalités. Alors, toutes ne sont pas connues, mais il y en a quand même qui sont connues. Mike Pompeo, par exemple, qui a été à la tête de la CIA et qui s'est brouillé d'ailleurs avec Trump ou réciproquement, parce qu'en fait, il trahissait Trump qui l'avait nommé. Et donc c'était un agent du Deep State américain qui a été récompensé par le Hudson Institute. Le Hudson Institute qui également a récompensé par un de ses prix annuels et Benjamin Netanyahou. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est quand même le Premier ministre israélien qui donc a été récompensé par ce faux nez en fait des services d'influence américains. Le Hudson Institute a également récompensé de la même façon l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, dont vous vous rappelez peut-être qu'il a été assassiné il y a quelques années, assez récemment. Il a été assassiné au Japon, ce qui était il fallait remonter aux années 1920, je crois, pour qu'un Premier ministre japonais fût assassiné. Donc c'est très rare les assassinats politiques au Japon, du moins du Premier ministre. Eh bien, il a été assassiné, ce Shinzo Abe, par quelqu'un qui lui reprochait, tenez-vous bien, à ce Shinzo Abe d'être en lien avec l'église de l'unification du révérend père Sun Myung Moon, dont j'ai déjà parlé dans d'autres circonstances, c'est-à-dire de la secte Moon. J'en ai déjà parlé, rappelez-vous, quand je vous ai parlé au moment du décès de Jean-Marie Le Pen, j'ai expliqué qu'il y avait parmi les colistiers du Front National et de Jean-Marie Le Pen aux élections européennes de 1994 et de 1999, il y avait notamment Pierre Sérac, qui était le neveu de François Sérac, le président du CNPF, l'équivalent aujourd'hui du MEDEF, mais surtout qui était le représentant en France de la secte Moon, de cette église de l'unification universelle. Donc vous voyez, on voit, ce qui est intéressant quand on voit ce genre de dossier, c'est qu'il y a quand même des ramifications extraordinaires. Monsieur Zemmour, Madame Knafo sont reçus par un organisme qui est très lié à la CIA, puisque je dis Mike Pompeo notamment, qui est très lié à la géopolitique américaine, y compris au Moyen-Orient, puisque Benjamin Netanyahou a été récompensé par le Hudson Institute. Et ça n'est pas faire preuve d'une sagacité extraordinaire que de deviner que M. Zemmour et Mme Knafo soutiennent la politique de Netanyahou. Mais en plus de ça, ils ont récompensé aussi Shinzo Abe, lequel avait des liens avec la Korean CIA, puisque la secte Moon, j'ai expliqué, c'était un paravent de la Korean CIA. Laquelle une église de l'unification avait placé ses pions sur les listes Le Pen aux européennes. Vous voyez qu'il y a quand même tout ceci quand même converge, comme on dit. C'est pas la convergence des luttes de nos syndicats de gauche. Ça serait un petit peu la convergence des faux nez, enfin des mouvements qui se prétendent de patriotes et qui en fait sont tous sous la houlette de l'oncle Sam. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage sur le Hudson Institute. Vous avez compris de quoi il s'agit. C'est quand même un organisme qui a des liens très étroits avec l'État profond américain. D'ailleurs, parmi les intervenants réguliers qui participent, les chercheurs qui participent au Hudson Institute, on a quelqu'un, coucou, le revoilou, monsieur Benjamin Haddad, qui est actuellement ministre des Affaires européennes du gouvernement Bayrou, après avoir été ministre des Affaires européennes du gouvernement Barnier. Ce monsieur Benjamin Haddad, qui a gagné des sommes folles de l'ordre de 15 000 € par mois quand il était aux États-Unis pendant 5 ans, notamment à l'Atlantic Council et aussi au Hudson Institute, où il gagnait quelque chose comme 4 500 € par mois. Ce monsieur Benjamin Haddad, qui a été ensuite directeur en France de la succursale du Conseil Atlantique, qui est une officine financée par les services de renseignement américains. Monsieur Benjamin Haddad continue à donner sans doute des cours aux États-Unis dans cet institut. Et puis ça n'est pas tout, puisque donc monsieur Haddad va profiter de son séjour à Washington. Il est également prévu qu'il aille à un troisième groupe qui s'appelle Heritage Foundation. Alors c'est toujours la même histoire, c'est toujours ces fondations qui se cooptent les unes les autres, en particulier d'ailleurs pour des raisons fiscales, et qui visent toutes alors celles-ci sont toutes dans la mouvance des Républicains. Et là, le Heritage Foundation, alors c'est financé toujours de la même façon. On peut être sûr que derrière, il y a d'ailleurs, au passage, la National Endowment for Democracy, qui est
l'un des faunés, il y en a beaucoup des faunés, un des faunés de la CIA. Ce qui est intéressant sur la Heritage Foundation, c'est qu'elle a vocation à essayer d'intervenir pour réformer le leadership américain. Donc il y a vraiment une volonté d'intervenir jusqu'au plus haut niveau de l'État. Et d'ailleurs, John Ratcliffe, qui est le nouveau directeur de la CIA que nommé Donald Trump, qui auparavant d'ailleurs était à la tête du FBI, et bien justement, c'est quelqu'un qui fait partie de la Heritage Foundation. Voilà. Vous saurez tout d'ailleurs, enfin pas tout, mais vous saurez encore un peu plus si je précise que la Heritage Foundation, parmi ses financiers, il y a également la Korean CIA, celle toujours dont le faux-nez est l'église de l'unification du révérend père Sun Myung-moon, qui décidément est un petit fil rouge, un fil coréen, si j'ose dire, à toutes ces opérations. Voilà. Alors, vous avez compris. Enfin, je sais pas. Ou alors vous ne voulez pas comprendre. Je m'adresse ici avec beaucoup de sympathie, beaucoup de compassion. Et ce n'est pas un vain mot de ma part, parce que je sais ce que c'est que de se rendre compte qu'on a été trompé par un responsable politique. Je m'adresse ici à tous les électeurs, à toutes les personnes qui font confiance à M. Zemmour et à Mme Knafo. Vous mettez votre confiance dans des traîtres, des gens qui feront le contraire, qui font déjà le contraire de ce que vous croyez. Voilà. Monsieur Zemmour et Madame Knafo sont reçus en grande pompe par une organisation qui s'appelle Hudson Institute, qui fait travailler au même moment Benjamin Haddad. En fait, Monsieur Zemmour et Madame Knafo sont soutenus, promus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont été médiatisés. Faut arrêter de tourner autour du pot. Pourquoi est-ce qu'ils sont très médiatisés et que votre serviteur ne l'est pas du tout? C'est bien évident qu'il y a derrière M. Zemmour et Mme Knafo, comme d'ailleurs derrière M. Benjamin Haddad, il y a évidemment des forces qui sont là pour promouvoir une espèce de néoconservatisme à la française, totalement aligné sur les États-Unis d'Amérique, sur le narratif des États-Unis d'Amérique, sur la stratégie des États-Unis d'Amérique, sur la géopolitique des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, vous noterez que M. Zemmour, comme Mme Knafo, jamais ne parle des États-Unis d'Amérique, jamais ne parle du rôle des États-Unis d'Amérique dans, par exemple, via le Qatar, le financement des frères musulmans. Ils ne vous diront jamais que les États-Unis d'Amérique sont en fait notre principal adversaire en matière économique. C'est eux qui sont en train de détruire notre industrie quand même. Alors, c'est à vous de décider en votre âme et conscience. Soit vous refusez, vous êtes dans le déni, vous dites c'est pas vrai, etc. Soit vous m'accablez de sarcasme et d'injures, mais ça n'empêchera pas que la vérité, c'est celle que je viens de vous présenter. Je poursuis mon tour d'horizon sur les soutiens étrangers, et notamment sur des décisions, des prises de position par le moins étonnantes de responsables politiques qui se prétendent favorables à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Je ne voudrais pas terminer ce petit tour d'horizon sans parler de Madame Marion Maréchal, qui est devenue députée européenne avec 4 autres personnes sur une liste de 5. Elle était, comme vous le savez, à Reconquête, et donc elle s'était fait élire en se prévalant de l'image de Zemmour et de Reconquête. Vous savez qu'alors elle a fait une trahison qui restera gravée dans les annales des trahisons politiques en France, puisque même pas 48 heures après avoir été élue au Parlement européen en 2024 sur la liste Reconquête Zemmour, eh bien, elle en était tête de liste, elle avait tourné les talons avec 3 autres députés, dont M. Guillaume Pelletier notamment. Et une seule personne était restée fidèle à M. Zemmour, c'était justement Sarah Knafo. Mais Mme Marion Maréchal est en train de s'illustrer de 2 façons assez extraordinaires, et l'une notamment toujours en relation avec l'étranger. On a appris ces jours-ci qu'elle va participer à une grande opération de marketing qui va se tenir à Bruxelles avec la droite ou l'extrême droite européenne et qui s'appelle MEGA. MEGA, ça fait penser à MAGA, et ça fait penser à juste titre parce que MEGA, c'est Make Europe
Great Again, c'est-à-dire une reprise du slogan de Donald Trump « Make America Great Again ». Et là, c'est « Make Europe Great Again », c'est-à-dire « rendons de nouveau grande l'Europe, rendons sa grandeur à l'Europe ». Alors il s'agit évidemment d'un pastiche éhonté des États-Unis d'Amérique, comme si l'Europe avait jamais été une grande puissance. L'Europe n'a jamais été une grande puissance. Il y a eu des puissances, des grandes puissances en Europe. Le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, même jadis au XVe siècle le Portugal, les Pays-Bas. On peut parler aussi de la Pologne, on peut parler de l'Empire austro-hongrois mais qui a disparu, on peut parler de l'Empire prussien. Mais jamais l'Union européenne en tant que telle n'a été une grande puissance. C'est au contraire une désintégration rapide du continent européen dans tous les domaines. Alors, Madame Marion Maréchal, par sa présence à ceci, accepte de se soumettre à un narratif d'origine américaine, en anglais s'il vous plaît, pour en fait se plier devant le maître d'aujourd'hui, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Alors vous voyez dans la présentation qui est faite de ce colloque auquel va participer Madame Marion Maréchal, eh bien, Make Europe Great Again, c'est un sommet européen le 28 et le 29 janvier 2025, c'est-à-dire dans quelques jours, et il est précisé que cet événement organisé au Parlement européen promet d'être un lieu de réseautage intense et de débat profond sur des sujets cruciaux pour le continent. Et donc, la première séance plénière offrira un aperçu des thèmes à aborder. Et qu'est-ce que l'on voit parmi les thèmes à aborder ? De Washington à Bruxelles, ce panel analysera les relations entre l'Union européenne et les États-Unis sous l'administration Trump, explorant les défis et les opportunités que cette nouvelle dynamique pourrait apporter à l'Europe. Voilà. Eh bien, parmi cette table ronde, il y aura le deuxième jour, le 29 janvier, donc une table ronde avec, comme vous le voyez, Madame Marion Maréchal, mais également Monsieur Simion, qui est arrivé en 6e position en Roumanie à l'élection présidentielle avec 13%, et qui en ce moment est en train d'essayer de tailler les croupières à celui qui est arrivé en premier, M. Georgescu, puisque M. Georgescu, comme moi-même, veut se faire sortir la Roumanie de l'Union européenne et de l'OTAN, alors que M. Simion, lui, ne veut pas le faire sortir de l'OTAN. C'est la raison pour laquelle il est d'ailleurs promu médiatiquement par les États-Unis. Vous voyez que ce jour-là, dans la deuxième table ronde, c'est quand même assez extraordinaire, puisque, à part le modérateur qui est un journaliste polonais, eh bien, vous voyez qu'il y a 8 participants. Et les 8 participants, parmi ces 8 participants, vous avez la surprise de découvrir qu'il y a 3 Américains, ainsi qu'un membre du Likoud venu d'Israël. C'est-à-dire que les participants venant de l'Union européenne, pour parler de la perspective Make Europe Great Again, eh bien, ne représentent que 50% par rapport aux participants. Il y a 3 participants venus des États-Unis et un participant venu d'Israël. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que Madame Marion Maréchal, elle explique aux gens qui lui font aveuglément confiance quel est son projet. En quoi est-ce que c'est la souveraineté et l'indépendance nationale qu'elle va défendre, puisqu'elle va dans un colloque qui est ouvertement un colloque de soumission, de vassalisation à la puissance américaine qui a déjà entièrement soumis le continent européen. Alors malheureusement d'ailleurs, ce n'est pas une incartade de la part de Madame Maréchal, puisque vous l'avez peut-être vu, mais j'insiste là-dessus, elle est passée à la radio récemment, et elle a expliqué comme ça, bille en tête, qu'elle envisageait de faire une alliance avec Édouard Philippe et avec les macronistes de centre droit. La droite a plutôt en ce moment le vent en poupe, en tout cas le Rassemblement national, qui aurait pu avoir le pouvoir en juillet dernier. On voit dans tous les sondages, c'est quand même là que ça se passe. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble pour 2027 ?
Une partie arrive à se mettre ensemble, puisque précisément, c'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, je suis dans le cadre de la coalition avec Éric Ciotti, le Rassemblement national. Aujourd'hui, il nous échappe une partie, il faut bien le dire, des Républicains, et moi, j'irais même plus loin, une partie du centre droit. Est-ce que vraiment, il est inenvisageable qu'on puisse un jour travailler avec des gens comme Édouard Philippe, qui, par exemple, veut remettre en cause, au moins sur le papier, les accords avec l'Algérie, ou une partie des macronistes de centre droit? Moi, je Là, pense il y a qu'il y a des encore points... un cordon sanitaire. Je pense qu'il y a des points de convergence. C'est le modèle italien. Voilà. Donc, sauf à ce que vous soyez dans le déni, vous avez encore une fois ici une preuve d'une traîtrise politique absolue, puisque certains vont dire oui, mais c'est que l'important c'est d'arriver au pouvoir. Non, non, non. Ça s'appelle de la trahison. Ça s'appelle que vous abandonnez tous vos objectifs, c'est-à-dire que vous allez à la soupe et qu'en réalité, vous voulez savoir simplement essayer d'avoir un poste de ministre. On a vu ça depuis des décennies dans une pipe. Le problème qui se pose, et c'est la conclusion de cette vidéo, où j'ai analysé successivement les liens pour le moins troubles de M. Mélenchon avec l'Émirat du Qatar. On ne sait pas ce qu'il a négocié. Est-ce qu'il a négocié un financement secret, des alliances avec les frères musulmans? On ne le sait pas. Et tout était fait pour qu'on ne le sache pas, puisqu'il l'a caché, cette réunion. De la même façon qu'on ne sait pas très bien ce qui s'est dit entre M. Zemmour, Mme Knafo et M. Weinstein au Hudson Institute, mais on le devine. Il s'agit d'un aplaventrisme devant la puissance américaine, dont M. Zemmour avait d'ailleurs déjà montré la preuve lorsqu'il avait participé, il avait fait l'ouverture et la fermeture du colloque Worldwide Freedom Initiative à Paris, à Montparnasse, l'année dernière. Et puis, quant à Madame Maréchal, eh bien, c'est la même chose. Elle participe à un colloque Make Europe Great Again, c'est-à-dire, elle participe à la soumission totale à l'oncle Sam et à la géopolitique américaine. Voilà. J'ai parlé, malheureusement, il y en a d'autres, mais ceux-là, j'en ai parlé parce qu'ils sont prétendument d'opposition. J'ai quand même évoqué M. Haddad. Figurez-vous que M. Haddad, vous savez que tous les ministres, normalement, sont tenus de publier pour la presse leur programme. Eh bien, le programme de la semaine, là, je vous le montre, est un document public de M. Benjamin Haddad. Il a une spécialité qui fait jaser au Quai d'Orsay, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'il fait, mais il a mis justement qu'il allait se rendre, eh bien, jeudi à Washington et ensuite vendredi à Boston. Alors, à Boston, il y a une réunion sur l'avenir de l'Europe, des relations Europe-États-Unis, très bien. Mais à Washington, la seule chose que l'on sache de M. Benjamin Haddad, ministre français des Affaires européennes, c'est qu'il va, et paraît-il, d'après les informations dont je dispose qui viennent du Quai d'Orsay, très régulièrement aux États-Unis sans qu'on ne sache pourquoi. Peut-être d'ailleurs pour être chercheur au Hudson Institute, et peut-être a-t-il rencontré dans un couloir d'ailleurs M. Zemmour. Il me vient en fait en mémoire une phrase qui avait été écrite par un écrivain qui s'appelait François Mauriac, qui était un écrivain gaulliste proche du général de Gaulle, et qui écrivait régulièrement dans les années d'après Seconde Guerre mondiale, dans les années 60 notamment, une chronique dans le Figaro qui s'appelait le bloc-notes. Le bloc-notes de François Mauriac, c'était quelque chose, c'était presque une institution. Et il avait un jour écrit cette phrase, écoutez-la parce qu'elle est elle est pas d'une compréhension immédiate, mais elle est très très pertinente. Il avait dit « Ce qu'il y a de singulier, c'est que la France a toujours nourri en son sein, à toutes les époques, un parti d'hommes raisonnables qui nie que la France puisse vivre autrement que subordonnée. » Alors c'est un petit peu... La phrase est une structure un petit peu complexe, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Mauriac relevait cette chose étonnante, qu'avaient d'ailleurs relevé déjà les historiens du XIXe siècle, sur l'existence de ce qu'ils appelaient au XIXe siècle un parti de l'étranger. C'est qu'à toutes les époques, comme dit Mauriac, la France a nourri en son sein un parti d'hommes raisonnables, c'est-à-dire des gens qui n'apparaissent pas comme des fous furieux, et qui, en fait, ils nient que la France puisse vivre autrement que subordonnée, c'est-à-dire ils pensent que la France doit toujours être subordonnée à une puissance étrangère. Toujours, toujours. Du temps des Gaulois, il fallait se soumettre aux Romains pour devenir les Gallo-Romains. Et puis tout au long de notre histoire, il y a eu des gens qui ont joué le parti de l'étranger, le parti de l'Allemagne, plus exactement du Saint-Empire romain germanique,
contre la monarchie française, d'où cette espèce de coup d'État qu'il y a eu à Noyon en 987 avec l'élection de Hugues Capet au trône de France pour les grands du royaume voulant quelqu'un qui résisterait au Saint-Empire romain germanique. On a eu évidemment pendant la guerre de 100 ans des gens qui jouaient le parti de l'étranger, c'est-à-dire l'évêque Cauchon par exemple, il n'était pas seulement évêque, Cauchon, C-A-U, C-H-O-N. Il n'était pas seulement évêque, il était le recteur de la Sorbonne, l'évêque Cauchon. Celui-là même qui a demandé aux Anglais de brûler Jeanne d'Arc. Parce que les Anglais se seraient bien contentés de la laisser en prison, par exemple, le croupir en prison. Mais non, il y avait donc l'évêque Cauchon, et au-delà de ça, c'était quoi ? C'est ce qu'on appellerait les bobos parisiens de l'époque, c'est-à-dire ceux qui vont donner les collabos des années 40, d'ailleurs. À toutes les époques, on aura comme ça des gens qui vont préférer le parti de l'étranger. Là, on y est. On y est. Je suis désolé, mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui se précipitent aux États-Unis pour ou bien à l'Émirat du Qatar pour demander de l'argent, pour demander des honneurs, pour demander une couverture médiatique, etc. Pourquoi est-ce que M. Dupont-Aignan et M. Philippot, avec M. Zemmour, sont allés à ce Worldwide Freedom Initiative? Parce qu'il s'agissait d'organiser la droite française sous la houlette de l'oncle Sam, et notamment sous le regard de la gouverneure de l'État du Dakota du Sud. Mais enfin, c'est incroyable. Ça n'existe pas dans le reste du monde. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important que vous ayez à l'esprit. Alors, cette citation de François Mauriac, en fait, me fait penser à une citation, à de nombreuses citations ayant existé au cours de notre histoire, utilisées par des historiens ou par des politiques qui ont qualifié le débat politique en France depuis des siècles comme pouvant se résumer à un conflit entre ce que les historiens et les politiques des siècles passés ont appelé d'un côté le parti national et de l'autre côté le parti de l'étranger. Cette expression, semble-t-il, aurait été utilisée ou remonterait aux Jacobins pendant la Révolution française, notamment à Robespierre, qui effectivement, à plusieurs reprises, avait évoqué le parti de l'étranger, où il désignait le parti des cours européennes, qui avait été d'ailleurs la destination de refuge d'un certain nombre d'aristocrates français qui fuyaient la France pendant la deuxième partie de 1789, ceux qu'on a appelés les émigrés, qu'on avait retrouvés notamment à Coblence. Et donc, les cours européennes fomentaient une contre-révolution. Et donc, Robespierre avait parlé du parti de l'étranger. Mais dans les historiens ensuite du XIXe siècle, et notamment par exemple quelqu'un comme Michelet, qui est un des très grands historiens du XIXe siècle, a utilisé à son tour cette idée de parti national et du parti de l'étranger. Par exemple, il désignait sous le nom de parti de l'étranger, pendant les guerres de religion, le parti ultra-catholique avec le duc de Guise, qui a été un protégé du roi d'Espagne. Il était même arrivé dans une assemblée, le duc de Guise, qui était la tête de ce qu'on appellerait l'extrême droite aujourd'hui, les ultras en tout cas, et il était arrivé avec la protection de l'ambassadeur d'Espagne. Donc, dans un essai sur les guerres de religion, Michelet parle justement du parti de l'étranger. Et donc, il y a les historiens du 19e, mais aussi du 20e siècle, qui ont qualifié de parti de l'étranger contre le parti national tous ceux qui ont pris parti à un moment ou à un autre contre l'histoire de France, sans que cette formulation parti de l'étranger ait une connotation trop xénophobe. Le problème, c'est moins que ce soit des étrangers, que surtout ce sont des gens qui représentent des intérêts différents de ceux des intérêts du peuple français. C'est plutôt comme ça qu'il faut concevoir les choses. Et donc, on a pu mettre dans le caractère parti de l'étranger, quitte à faire des anachronismes, on a pu y mettre ceux qui s'étaient battus avec les Anglais contre Jeanne d'Arc, par exemple. J'en parlais tout à l'heure, pendant la guerre de 100 ans, ceux qui avaient pris le parti de l'évêque Cauchon et donc de l'université de Paris contre Jeanne d'Arc. Ça a été ceux qui ont été, par exemple, comme Marie de Médicis, la mère de Louis XIII, la femme d'Henri IV, qui a été chassée du royaume de France après la journée des dupes et qui avait adopté le parti notamment de l'étranger avec des intrigants, avec l'affaire Concini, des intrigants venus de Florence.
Ça a pu être également le connétable de Bourbon qui s'était opposé au roi de France après la bataille de Pavie, lorsque François Ier avait été fait prisonnier. Et puis, je le disais, ça a été pendant la Révolution française les émigrés de Coblence. Et puis, c'est les Versaillais après qui ont maté la Commune de Paris en 1871 avec les troupes étrangères venues notamment de Prusse. Et puis, ça a été évidemment 1940. Voilà. Alors, cette notion de parti de l'étranger, elle est très connotée et elle était reprise justement par les gaullistes contre la construction européenne. Et je voulais vous montrer, avant de conclure cette vidéo, cette citation de Jacques Chirac, qui a publié un appel, qu'on a appelé l'appel de Cochin, le 6 décembre 1978. Pourquoi l'appel de Cochin ? Parce qu'il avait eu un accident de voiture. Il était hospitalisé à l'hôpital Cochin à Paris et il avait accepté de signer un texte. Ce n'est pas lui qui l'avait rédigé. C'était l'un de ses proches collaborateurs, qui était Pierre Juillet, avec également l'aide de Marie-France Garot, et qui avait fait signer un document à Jacques Chirac condamnant justement la construction européenne pour ce qu'elle était, c'est-à-dire le parti de l'étranger. Voici la citation exacte de ce texte. « Comme toujours, quand il s'agit de l'abaissement de la France, le parti de l'étranger est à l'œuvre avec sa voix paisible et rassurante. Français, ne l'écoutez pas, c'est l'engourdissement qui précède la paix de la mort. » Et ce texte avait été donc publié le 6 décembre 1978, c'est-à-dire quelques mois avant les premières élections européennes qui ont eu lieu donc en juin 1979 et pour lesquelles le parti gaulliste, le RPR de Jacques Chirac, avait fait vigoureusement campagne contre l'Europe fédérale. J'aurai l'occasion d'ailleurs d'y revenir parce que le parcours de Jacques Chirac est vraiment très important à ce que tout le monde l'ait bien à l'esprit pour voir à quel point tous ceux qui finalement, par prétendu sens des réalités, par réalisme, etc., commencent à aller dans cette direction, commencent à dire « bah oui, moi je suis pour l'Europe et pour une autre Europe », comment tout ceci, et Jacques Chirac en est la quintessence, comment tout ceci aboutit en fait à la destruction de notre pays. Je terminerai par une citation de Charles de Gaulle, que j'avais d'ailleurs mentionné dans ma vidéo sur les objets et les lettres qui ont été vendus aux enchères le 16 décembre dernier à Arcurial. Et chose curieuse, c'était le jour même d'ailleurs où M. Mélenchon rencontrait le ministre qatari Mohamed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, ministre des Affaires étrangères. Eh bien, il y avait cette citation notée par de Gaulle dans son carnet, et cette citation de Machiavel que je vous remontre. « Celui qui compte sur un appui étranger trouvera un maître dans son défenseur. » Voilà. Moi, je ne cherche pas d'appui à l'étranger. Moi, j'ai créé un parti politique qui est absolument clair et net quant à ses financements, quant à ses objectifs et quant à sa volonté inébranlable de faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN pour rendre aux Français leur souveraineté et leur indépendance nationale. Lorsque je rencontre des personnalités étrangères, ça m'est arrivé, ça m'arrivera, bien sûr. C'est normal. Je ne suis pas contre le fait de rencontrer des personnalités étrangères. Mais pour ce qui me concerne, c'est toujours de façon tout à fait transparente. Lorsque j'avais reçu ici même, par exemple, le chargé d'affaires de l'ambassade de Biélorussie en France, je l'ai reçu au vu de tout le monde. Je lui ai donné la parole, je lui ai posé des questions, et puis voilà. Et que chacun ensuite se fasse son propre jugement. Si je rencontre des personnalités extérieures, je défendrai toujours la même ligne, c'est-à-dire faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Si d'aventure un jour j'étais invité aux États-Unis d'Amérique, pourquoi pas, par un think tank, pourquoi pas, je l'accepterais, mais à une condition, c'est que je ferais une conférence publique où je défendrais, et j'en prends ici le serment,
Je défendrai devant le public qu'il y aura, et tout le monde pourra l'assister puisqu'on fera en sorte que ce soit enregistré, je défendrai exactement les mêmes analyses et le même programme que celui que je présente aux Français depuis 18 ans. Je ne suis pas un de ces politicards qui jouent les caméléons et qui, en fonction des auditoires, tient un discours puis un autre. Je tiens toujours le même discours, où que je sois invité dans des radios et télévisions web, notamment classées à droite, que ce soit dans des radios ou télévisions web classées à gauche, que ce soit récemment sur Israël 24 News ou que ce soit bientôt sur Algérie 24 News où j'ai été invité, je tiens le même discours sur tous les sujets. Et je n'en changerai pas. C'est justement parce que les Français peuvent avoir enfin un responsable politique qui, depuis 18 ans, a montré sa fiabilité, sa droiture et son courage en tenant toujours les mêmes analyses et toujours inébranlablement pour défendre les intérêts de la souveraineté et de l'indépendance nationale et du peuple français. C'est pour cette raison, eh bien, vous le savez, que je suis interdit d'antenne de facto sur l'ensemble des médias du pays. Il faut donc que vous compreniez ici, et je m'adresse tout spécialement, et je le redis encore une fois, avec beaucoup de sympathie et de compassion pour ceux qui sont allés voter pour le Rassemblement national, pour Reconquête, pour Madame Marion Maréchal, pour LFI, faites attention, les personnes à qui vous accordez vos suffrages vous trahiront puisqu'ils vous trahissent déjà. Et vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas prévenu. Vive l'UPR, vive la République, vive le programme de l'UPR qui s'inspire du programme du Conseil national de la résistance de 1944 et qui a vocation à rassembler conjoncturellement des Français patriotes de droite, d'extrême gauche, d'extrême gauche et aussi du centre qui veulent libérer la France de toute sujétion à l'étranger. Et puis vive la France.